نمو إن شاء الله ديروا من هيك C'est bon. زكا؟ في جيبك ولا؟ لازم نخرج هذا الهي. هكذا. خليها لا يكسح هذه لا ندير اوكي نجيبها C'est bon? On peut commencer? Donc, on va voir aujourd'hui l'hypersensibilité type 4, type 3, pardon. Donc, c'est une hypersensibilité, on est toujours dans les états d'hypersensibilité. C'est une hypersensibilité à complexe humain. D'accord? Ou ça s'appelle aussi l'hypersensibilité semi-retardée. D'accord? Semi-retardée. Est-ce que vous m'entendez? لازم Bon. Donc, on va voir aujourd'hui l'hypersensibilité type 3, qui s'appelle aussi l'hypersensibilité semi-retardée, ou l'hypersensibilité à complexe humain. D'accord? Donc, on va voir c'est quoi ces complexes humains, quelles sont les pathologies associées à cet état d'hypersensibilité type 3, et quels sont les mécanismes et l'exploration. D'accord? Comment détecter ces complexes humains. Donc, comme introduction, de nombreux complexes humains se forment en permanence dans l'organisme. Ça, c'est la physiologie. Après pénétration de chaque antigène, il y a réponse immunitaire. Logiquement, il y a formation des complexes humains pour n'importe quel individu. Donc, la formation des complexes humains n'est pas une pathologie. C'est clair? D'accord? Donc, ces complexes humains sont normalement éliminés par le système des phagocytes mononucléés du foie, de la rate, du poumon et des autres organes. D'accord? La formation, elle est physiologique. Et après formation des complexes humains, ces complexes humains vont être éliminés par le système immunitaire. D'accord? Ces réactions sont la conséquence de la localisation des complexes humains, antigènes-anticorps, à l'intérieur et autour des petits vaisseaux sanguins. Donc il y a dépôt. L'état pathologique, c'est quoi? C'est le dépôt de ces complexes humains. D'accord? C'est le dépôt. Et surtout, donc, au niveau des petits vaisseaux sanguins, avec comme conséquence
le dépôt de complexes humains va provoquer l'activation du système de complément. D'accord? Avec comme conséquence principale une inflammation de ces vaisseaux, qui est due à l'activation surtout du système du complément. D'accord? Donc le complexe humain est à l'origine d'une réaction inflammatoire. Après dépôt, d'accord? S'il y a dépôt, donc on aura réaction inflammatoire à ce niveau. Parfois, la formation de complexes humains peut entraîner des lésions, surtout vasculaires, au cours de certaines maladies infectieuses, auto-immunes ou allergiques. Si vous avez des questions, il faut les poser. Comme le support pédagogique, le cours عندكم. Donc il faut poser des questions. Le phénomène d'Artus et la maladie sérique aiguë constituent deux modèles expérimentaux classiques de cette réaction. Donc il y a eu des modèles pour comprendre le mécanisme de ces états d'hypersensibilité. D'accord? Donc il y a des chercheurs qui ont fait des expériences pour expliquer un peu les mécanismes physiopathologiques de ces réactions d'hypersensibilité type 3. C'est quoi ces complexes humains? Qui dit complexe humain dit un anticorps avec un antigène. Le complexe humain peut se former localement ou peut se former dans la circulation et après il se dépose. Donc il y a deux types de complexes humains qui se forment localement et il y a des complexes humains qui se déposent donc de la circulation, ils vont se déposer dans les tissus. D'accord? Donc il y a deux types de complexes humains. Donc c'est quoi ces complexes humains? Les complexes humains peuvent impliquer deux types d'antigènes. Des antigènes exogènes, comme les micro-organismes entiers. Donc, les micro-organismes, après une infection, logiquement, notre système immunitaire se défend. Donc, il y aura synthèse des anticorps. Ces anticorps vont fixer les antigènes, et les complexes humains formés vont soit être éliminés par notre système immunitaire, soit vont être déposés, d'accord, au niveau des vaisseaux, donc au niveau des tissus, à l'origine des réactions inflammatoires, au niveau de ces organes. Donc, soit l'antigène peut être des micro-organismes entiers, des toxines de ces micro-organismes, des virus, des allergènes, des antigènes alimentaires, d'accord, n'importe quel antigène qui peut être exogène, donc on aura réponse immunitaire, formation des complexes humains. Et dans la majorité des cas, ces complexes humains vont être éliminés. Parce que la formation, c'est pas le problème, c'est pas la formation des complexes humains. D'accord? Le problème, c'est pas la formation des complexes humains, c'est un phénomène physiologique. C'est la non-élimination de ces complexes humains qui favorise leur dépôt. D'accord? Des antigènes, donc ils peuvent être exogènes comme ils peuvent être endogènes, comme l'ADN, les immunoglobulines. Lorsqu'on parle des immunoglobulines, les immunoglobulines peuvent être à l'origine de la formation des complexes humains, et lorsqu'on a la formation des complexes humains, lorsque l'antigène incriminé est une immunoglobuline, ça donne les facteurs rhématoïdes. Ça donne un complexe, en parenthèse, un facteur rhématoïde. Ça peut être des enzymes, comme ça peut être des protéines circulantes. L'essentiel, l'antigène peut être exogène, comme il peut être endogène. S'il y a des questions, c'est quoi le facteur rhématoïde? C'est quoi un facteur rhématoïde? Dans quelle pathologie on trouve le facteur rhématoïde positif? J'entends mal. Oui? Dans les polyarthrites, dans les rhumatismes inflammatoires, ça peut être polyarthrite, ça peut être d'autres maladies systémiques. C'est pas égal polyarthrite. Et même parfois dans les infections, on peut trouver un facteur rhématoïde positif. C'est pas très spécifique de la polyarthrite. Mais c'est quoi facteur rhématoïde? C'est quoi facteur rhématoïde? C'est un paramètre très demandé par les médecins.
D'accord? En cas d'arthralgie ou d'arthrose, on demande souvent le facteur rhumatoïde. En cas d'arthrite, arthrose, ainsi de suite, arthralgie, on demande souvent ce facteur rhumatoïde. C'est quoi le facteur rhumatoïde? Ah oui? C'est un anticorps dirigé contre? Anticorps dirigé contre un anticorps. L'anticorps est quel isotype? Et de quel isotype? L'auto-anticorps. Parce que l'auto-anticorps est l'anticorps qui est l'antigène du soi. L'auto-anticorps est de quel isotype? L'auto-anticorps. Quel isotype? IgM, IgG, IgA. L'auto-anticorps est souvent d'isotype IgM. IgM, l'auto-anticorps, je parle. Et souvent d'isotype IgM, parfois IgG et rarement IgA. D'accord? IgM, IgG, IgA. Mais l'antigène est de quel isotype dans ce cas? L'antigène dans ce cas, c'est une immunoglobuline. Quel isotype? Il faut faire la différence entre l'auto-anticorps et l'antigène. L'antigène dans ce cas, c'est une immunoglobuline. De quel isotype? IgG. Toujours IgG. L'antigène, c'est une immunoglobuline d'isotype IgG. Mais l'auto-anticorps qui est dirigé contre cet antigène, souvent IgM, parfois IgG, et même dans quelques cas, c'est des IgA anti. Quelle partie des IgG? C'est quand la partie ou le fragment FC de ces IgG. C'est clair? Deux éléments interviennent dans l'élimination des complexes humains circulants. Parce qu'il y a toujours, chez un individu normal, il y a toujours formation des complexes humains qui vont être éliminés par le système immunitaire, mais il y a deux éléments très importants dans l'élimination de ces complexes humains. D'accord? Le complément et le récepteur du complément. Complément et les récepteurs du complément. Donc l'élément clé de l'élimination, c'est le système du complément. Avec l'aide qu'ont les récepteurs du complément qui sont exprimés à la surface des cellules phagocytaires. D'accord? Cellules phagocytaires pour l'élimination de ces complexes humains. D'accord? Donc le système du complément et les cellules phagocytaires pour éliminer ces complexes humains. Le dépôt des complexes antigènes-anticorps, qu'on appelle le complexe antigène-anticorps, c'est l'équivalent des complexes humains, est en particulier fréquemment observé dans la paroi des vaisseaux sanguins. D'accord? Ça touche surtout les vaisseaux sanguins. Sur la membrane synoviale des articulations. C'est pour ça qu'on trouve généralement des arthrites ou des arthralgies. Parce que ça touche la synoviale. Sur la membrane basale glomérulaire. Et donc, les reins sont souvent la cible de ces complications. D'accord? Sur le plexus choroïde du cerveau. D'accord? Donc, il y a, parmi les complications de ces états d'hypersensibilité, c'est l'atteinte du cerveau. Et donc, quelles sont les pathologies de ces complexes humains? Quelles sont les pathologies de ces complexes humains? Il y a les complexes, comme on a déjà dit, les complexes humains formés localement ou in situ. Formés localement ou in situ. Et pour expliquer un peu le phénomène lié à la formation de ces complexes humains formés localement, il y a eu des expériences. Parmi les expériences, c'est la réaction d'Artus. C'est expérimental. La réaction d'Artus, ou le phénomène d'Artus,
C'est purement expérimental. D'accord? La réaction d'Artus, c'est quoi? C'est une réaction nécrotique. Donc il y a nécrose. Nécrotique d'hypersensibilité semi-retardée. On a l'hypersensibilité type 3, c'est une hypersensibilité semi-retardée. Parce que l'hypersensibilité type 4, c'est une hypersensibilité retardée. Type 1, immédiate. D'accord? Donc, provoqué par quelle cellule? Par des phagocytes, cellules phagocytaires, comme les polynucléaires, qui sont attirés et activés par des complexes humains formés localement. D'accord? Après formation locale d'un complexe humain, il y aura chimiotactisme de ces polynucléaires. Chimiotactisme, c'est après activation du système du complément, libération des anaphylatoxines qui vont attirer ces polynucléaires. C'est pour ça que le système du complément joue un rôle très important dans ces états d'hypersensibilité. Et aussi, le système du complément joue un rôle dans la protection contre l'apparition de ces complexes. C'est un peu paradoxal, mais c'est ça. D'accord? Attiré donc, formé donc par des complexes humains qui sont formés localement. Ce phénomène est dû à la réaction d'un antigène injecté de façon répétée, c'est l'injection répétée, sous la peau d'animaux produisant des anticorps précipitants. D'accord? Les anticorps précipitants, comme les EGM et les EGG. On peut provoquer une réaction d'Artus directe, passive. Ça c'est donc la première partie, c'est ça la réaction d'Artus. Mais on peut aussi provoquer cette réaction d'Artus directe, passive. Comment? En injectant l'antigène sous la peau et l'anticorps par voie veineuse. En inverse. D'accord? Ou indirect, donc toujours passive indirect, lorsque c'est l'anticorps qui est injecté sous la peau et l'antigène par voie veineuse. Donc on le passive parce qu'on n'a pas stimulé le système immunitaire. On a injecté des anticorps. Donc on a injecté les deux. Les complexes antigènes-anticorps, c'est ça le plus important, activent le complément avec libération de C3A et C5A, qui ont une puissante action chimiotactique sur les polynucléaires. D'accord? Donc après activation du système du complément, dernière l'année passée, il y a libération des anaphylatoxines dans la circulation. C'est le C5A et le C3A. D'accord? En quelques heures, ces cellules envahissent le site d'injection et phagocytent les complexes humains. D'accord? Il y a phagocytose. Mais il y a des enzymes protéolytiques qui vont être libérées. D'accord? Elles sont responsables de l'œdème et de l'induration. D'accord? Donc, après élimination, phagocytose de ces complexes humains, il y aura libération des médiateurs toxiques. L'étude anatomopathologique montre des lésions artériolaires avec adhérence et agrégation de leucocytes, de plaquettes sur les parois, constituant ainsi de thrombus, d'hémorragie et de nécrose des parois capillaires. D'accord? Il y a des lésions au niveau des vaisseaux. Ces anomalies persistent pendant quelques heures, puis vont disparaître complètement. Mais s'il y a toujours la répétition de l'injection de l'antigène, il y aura passage à la chronicité. D'accord? S'il y a, à chaque fois on injecte, il y aura passage à la chronicité et les lésions vont persister. D'accord? On peut observer un phénomène d'Artus lors d'injection d'insuline, par exemple,
d'accord? Si on injecte l'insuline au même site d'injection, à chaque fois on répète, on ne change pas de site d'injection, on peut provoquer ce phénomène d'Artus. Ce schéma résume la réaction expérimentale d'Artus. C'est l'injection intradermique ou sous-cutanée d'un antigène pour lequel l'animal possède des EGG ou des EGM. D'accord? Donc, si on injecte des antigènes et l'individu a des anticorps spécifiques de cet antigène, il y aura formation du complexe humain. Les complexes humains vont activer le système des compléments avec libération des anaphylatoxines, C3A, C5A. Ces anaphylatoxines vont provoquer le chimiotactisme des polynucléaires qui vont phagocyter ces complexes humains et ils vont libérer des médiateurs toxiques. Et en même temps, il y a aussi les mastocytes qui peuvent jouer un rôle, mais c'est un rôle accessoire. D'accord? En libérant les médiateurs de l'inflammation. Et parmi les pathologies réelles, parce que le phénomène d'Artus, c'est expérimental. Parmi les pathologies réelles, des complexes humains formés in situ ou localement, c'est les pneumonies allergiques extrinsèques. Pneumonie allergique extrinsèque. C'est l'inhalation des antigènes à répétition qui provoque une réponse immunitaire vis-à-vis de ces antigènes et donc il y aura synthèse d'anticorps spécifiques avec formation localement au niveau des muqueuses des complexes humains. Ces complexes humains vont activer le système de complément au niveau des muqueuses. D'accord? Et il y aura réaction inflammatoire locale au niveau pulmonaire. Et ça donne des pneumonies allergiques extrinsèques. C'est pas comme les pneumonies de l'hypersensibilité type 1. Ça, c'est allergique extrinsèque. Certaines particules, une fois inhalées, mais c'est l'inhalation chronique. C'est pas une fois, c'est l'inhalation chronique. Une fois inhalées, peuvent pénétrer profondément dans les poumons et stimuler la production d'anticorps précipitants, à l'origine de réactions locales d'hypersensibilité. Analogue à la réaction d'Artus, c'est l'équivalent, c'est la même chose. D'accord? La réaction d'Artus, c'est au niveau de la peau. La réaction, donc, les pneumonies allergiques extrinsèques, c'est au niveau pulmonaire. Ces réactions touchent les alvéoles et les bronchioles sans obstruction des voies aériennes. Sans obstruction des voies aériennes. Dans quelle pathologie on aura une obstruction des voies aériennes? Dans les crises d'asthme, il y a obstruction des voies aériennes. La maladie du poumon des fermiers et la maladie des éleveurs d'oiseaux sont les exemples les mieux connus. D'accord? Donc, mais ça c'est des exemples seulement, mais n'importe quelle exposition chronique à un antigène inhalé peut être à l'origine de l'apparition de ces pneumonies allergiques extrinsèques. D'accord? Même les climatiseurs, si on s'expose souvent aux antigènes libérés par les climatiseurs, on peut développer ces états de pneumonie allergique extrinsèque. D'accord? C'est pas seulement la maladie du poumon des fermiers et la maladie des éleveurs d'oiseaux. N'importe quelle exposition prolongée à un antigène inhalé peut être à l'origine de l'apparition de ces pneumonies allergiques extrinsèques. Elles surviennent chez des individus exposés de façon régulière à des inhalations d'antigènes. On détaille un peu la maladie du poumon des fermiers. Les spores de l'actinomycète thermophile, ça s'appelle comme ça l'antigène. D'accord? C'est l'antigène, ça s'appelle les spores de l'actinomycète
thermophile micropolyspora. C'est des acariens qui ont des spores, d'accord, sont les principaux agents responsables de la maladie. Ces actinomycètes sont retrouvés dans le foin humide et moisi. Les moisissures. Lorsqu'il y a les moisissures, d'accord, il y a risque d'attraper cette maladie des poumons de fermier. Les signes pulmonaires sont la toux, comme les crises d'asthme, il y a la toux, les dyspnées sévères, comme en cas de crise d'asthme, il y a ces dyspnées, avec des râles crépitants. Par contre, dans les crises d'asthme, on a درتو بنومو في السيميو لحقتوا ليها ولا مازال؟ مازال ما لحقتوش بورتون هي الاولى مازلتوا مع الجينيراليتي كارديو تبداو كارديو بعد ريسبيراتوار سي با لانفيرس معليش دونك il y a les râles crépitants à l'auscultation. Par contre, dans les crises d'asthme, il y a les râles sibilants, c'est des sifflements. D'accord, c'est pas la même chose. Qui débutent 6 à 10 heures après l'inhalation de poussière de foin contaminé. C'est pas comme les crises d'asthme, juste après le contact avec l'antigène, il y a apparition des signes cliniques. Là, c'est 6 à 10 heures, parce que c'est une hypersensibilité semi-retardée. D'accord? La dyspnée, elle est sévère, mais la dyspnée, en cas de crise d'asthme, elle est expiratoire ou inspiratoire? Expiratoire. Avec des râles sibilants. C'est ça les éléments qui m'appellent pathognomoniques des dyspnées des crises d'asthme. Le diagnostic repose. Il y a les signes cliniques, mais il faut confirmer. D'accord? Il faut confirmer par les tests biologiques. Il y a les tests de provocation par l'inhalation d'extraits d'actinomycète. Théoriquement, on peut provoquer ces crises, ces dyspnées, d'accord, par inhalation de ces extraits d'actinomycète. Mais ça se fait pas en routine. On va pas s'amuser d'inhaler à un patient qui fait des dyspnées ces extraits d'actinomycète. Ça, c'est purement de la théorie. D'accord? Mais on peut les provoquer. D'accord? C'est l'injection, on peut aussi par injection intradermique de ces extraits qui entraînent une réaction érythémateuse semi-retardée. Donc par intradermoréaction. Mais c'est surtout par immunoprécipitation. C'est la recherche des anticorps précipitants. Donc par immunoprécipitation sur gel qui révèle des traits de précipitation entre le sérum du malade et les extraits d'actinomycète. Donc, sur gel, on prend des lames, on va préparer des gels, gel d'agar ou d'agarose, et on va mettre le sérum du patient et à quelques centimètres juste à côté, les extraits d'actinomycète. Et on va laisser la diffusion, et après, généralement 24 heures, où là, on voit si le patient a des anticorps précipitants contre l'antigène d'actinomycète, il y aura formation des lignes de précipitation. Ça se fait par immunodiffusion double. Par immunodiffusion double. Ternaha la technique. D'accord? Donc vous pouvez ajouter ici par immunodiffusion double. D'accord? Il y a aussi la maladie des éleveurs d'oiseaux, n'importe quelle. Donc il y a la maladie des éleveurs d'oiseaux, ça peut être les pigeons, les perruches, n'importe. D'accord? Les antigènes aviaires peuvent être à l'origine d'une pneumopathie d'origine immunologique, proche du poumon des fermiers. Les signes cliniques sont identiques. D'accord? Il n'y a pas de différence. Des précipitines sont observées contre le sérum ou des extraits de défécation de ces oiseaux. C'est la même chose. Même sur le plan diagnostique, c'est la même chose. D'accord? C'est par technique d'immunoprécipitation, par immunodiffusion double. Et on peut trouver des taux faibles
de précipitine chez 20 à 40% des éleveurs d'oiseaux sans troubles cliniques. D'accord? Le poumon des airs conditionnés dus à des moisissures présentes dans l'eau du système de conditionnement d'air peut aussi être à l'origine de ces pneumonies allergiques extrinsèques. Est-ce qu'il y a des questions concernant les pneumonies allergiques extrinsèques qui sont dues à des complexes humains formés localement? Pas de questions? Donc on peut passer aux pathologies liées aux complexes humains circulants qui se dépendent. D'accord? Donc pathologies qui sont liées aux complexes humains circulants. C'est pas les complexes humains circulants qui provoquent la maladie. D'accord? Le titre c'est complexes humains circulants. L'origine de ces pathologies c'est les complexes humains circulants. Mais c'est après dépôt qu'ils vont provoquer la pathologie. D'accord? C'est pas la circulation de ces complexes humains, parce que tout le monde, on a des complexes humains circulants. Après n'importe quelle réaction immunitaire, il y a formation des complexes humains. D'accord? Mais c'est le dépôt qui provoque ces pathologies. Les maladies à complexes humains circulants réunissent des manifestations diverses. À l'âge diverses, ça peut toucher n'importe quel organe. Le dépôt peut se faire à n'importe quel organe. Donc c'est pas comme formé localement à la banasse pulmonaire ou la cutanée. D'accord? Là, ça peut toucher n'importe quel organe. C'est pour ça que les manifestations sont diverses. Donc, on peut avoir, après une infection, il y a formation des complexes humains. D'accord? Après une infection, il y a formation des complexes humains. Et ce complexe humain, dans la majorité des cas, c'est des complexes qui vont être éliminés par le système immunitaire. Mais malheureusement, parfois, soit le système immunitaire est défaillant, soit il est dépassé. Donc, soit il est défaillant à l'origine, par quelques déficits, soit il est dépassé parce que vu l'importance de ces complexes humains. Donc, il y a l'élimination, mais ce système sera dépassé. Donc, si le système est dépassé ou s'il est défaillant, donc l'élimination ne se fait pas correctement. Donc, il y a beaucoup de complexes humains qui vont rester dans la circulation et ils vont se déposer. D'accord? C'est le dépôt qui provoque les dégâts. D'accord? Donc, les infections, ça peut provoquer des glomérulonéphrites, atteinte rénale. Donc, glomérulonéphrites, des endocardites, des hépatites virales B et C et des parasitoses qui peuvent être. Donc, il y a les infections, il y a les hépatites virales, il y a les parasitoses. Et généralement, c'est lors des infections chroniques. C'est les infections chroniques qui peuvent être à l'origine de ces états d'hypersensibilité. Vu la chronicité, le système immunitaire va être dépassé. D'accord? Donc, c'est soit une infection généralement chronique, ou là, en cas de maladie auto-immune, qui dit maladie auto-immune, dit une affection chronique. Donc, c'est la formation des complexes humains en permanence. D'accord? Formation des complexes humains en permanence, le système immunitaire sera dépassé et ces complexes vont se déposer. C'est le cas des polyarthrites rhumatoïdes, du lupus érythémateux disséminé. D'accord? Il y a aussi les cryoglobulinémies. Les cryoglobulinémies, ça veut dire quoi? Cryoglobulinémie. Cryo, ça veut dire quoi? Froid. Cryo, c'est froid. Globuline, c'est les immunoglobulines qui précipitent à froid. C'est des immunoglobulines qui précipitent à froid. D'accord? Donc, quelques pathologies, il y a quelques individus qui ont des immunoglobulines qui précipitent à froid. On les appelle les cryoglobulinémies. Les cryoglobulines. D'accord?
Et dans les cryoglobulinémies, il y a aussi, donc, on va détailler après c'est quoi les cryoglobulinées, quels sont les isotypes, d'accord? Il y a les vascularites, c'est l'inflammation des vaisseaux. Ces pathologies sont engendrées par un même processus pathologique, inflammatoire, dû à l'action de complexes antigènes-anticorps solubles et des compléments. La maladie sérique aiguë expérimentale représente le modèle type. D'accord? C'est le dépôt de ces complexes solubles qui est à l'origine de ces dégâts. Et pour expliquer ces phénomènes, il y a eu des expériences. L'expérience dans ce cas, ça s'appelle la maladie sérique aiguë expérimentale. D'accord? Ils ont provoqué une maladie sérique expérimentale. Toujours dans les pathologies des complexes humains circulants, il y a la maladie sérique expérimentale pour expliquer les phénomènes physiopathologiques de ces états d'hypersensibilité. Ce modèle expérimental a été mis au point pour expliquer les complications observées chez des patients traités avec des sérums hétérologues. Des sérums hétérologues. L'expérience, c'est une forte et unique dose d'antigène de sérum albumine bovin est injectée par voie intraveineuse à un lapin. La concentration du SAB diminue lentement pendant la première semaine. Cela est dû à la dégradation des protéines. Puis de façon rapide, par formation des complexes humains. Donc après, formation des anticorps. Les lésions de type glomérulonéphrite débutent vers le 10e jour. C'est pas au début, c'est vers le 10e jour. Donc après, formation des anticorps. Et ces anticorps vont fixer l'antigène et les complexes vont se déposer au niveau rénal. Et il y aura des glomérulonéphrites qui vont débuter vers le 10e jour. L'intensité maximale des lésions glomérulaires est observée vers le 12e jour. Pendant cette période, les antigènes et les anticorps, les complexes, sont indosables. علاش؟ Parce que la totalité de ces complexes, on ne les retrouve pas dans les sérums parce qu'ils se sont déposés. D'accord? Il y a dépôt de ces complexes humains, donc on ne les retrouve pas dans la circulation. Lorsque ces complexes sont en excès d'antigènes, ils sont difficilement éliminés par le système réticulo-endothélial, peuvent se déposer dans certaines structures, en particulier les glomérules. D'accord? Donc les reins sont très très sensibles à ces complexes humains. D'accord? Les reins sont très sensibles. Il y a les reins, les articulations et le système nerveux central sont souvent touchés par ces complexes humains. C'est pour ça donc, dans le cas du lupus, il y a formation des complexes humains, la maladie lupique, le lupus érythémateux disséminé. Il y a formation des complexes humains et ces complexes humains, par exemple, l'anticorps anti-ADN. Donc il y a l'ADN et l'anticorps anti-ADN. Les complexes se déposent généralement au niveau rénal. C'est pour ça qu'il y a des complications rénales dans la maladie lupique. Par contre, dans la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, les facteurs rhumatoïdes se déposent au niveau des articulations. D'accord? Il y a des affinités de ces complexes humains vis-à-vis de quelques tissus. D'accord? Donc la maladie sérique expérimentale, il y a une corrélation entre symptômes cliniques et présence des complexes humains. Donc, en vert, c'est l'antigène libre. En vert, c'est l'antigène libre.
Donc il y a diminution lente au début et après le début de la deuxième semaine, il y a diminution très rapide parce qu'il y a eu synthèse des anticorps. Et ces anticorps vont fixer l'albumine libre. D'accord? Il y aura formation des complexes humains. C'est pour ça qu'on ne peut pas doser. Après le 10e jour, 12e jour, c'est très très difficile de doser ces antigènes. Et juste après la formation de ces complexes humains, il y a apparition des signes cliniques. D'accord? Et après, on aura disparition de ces signes cliniques spontanément. D'accord? On peut avoir la disparition spontanée de ces signes cliniques. Ça, c'est en expérimental. Mais lorsqu'il y a des maladies, par exemple les maladies auto-immunes, c'est chronique. Chaque fois stimulation, il y a passage à la chronicité. Donc l'atteinte rénale, on peut arriver à l'insuffisance rénale. D'accord? On peut arriver au stade d'arthrite au niveau des articulations. D'accord? C'est à cause de la chronicité de ces stimulations. Donc, on peut voir ces pathologies après injection de sérum xénogénique. L'antigène libre est retrouvé dans le sérum pendant 5 jours environ. Ça, c'est normal. Par la suite, il y a apparaissent des anticorps. Après stimulation, il y a apparition des anticorps dirigés contre des protéines étrangères qui se lient à l'antigène formant les complexes humains. D'accord? Ces complexes humains, c'est durant cette période que se manifestent les symptômes de néphrite ou d'arthrite. Donc, c'est pas l'antigène qui a provoqué l'atteinte rénale ou articulaire, c'est les complexes humains qui ont provoqué ces signes cliniques. C'est l'atteinte rénale et les arthrites. Les complexes sont d'abord de petite taille formés en excès d'antigène, puis de plus grande taille. Lorsque le taux d'anticorps augmente, les complexes, y compris ceux qui s'étaient déposés, sont alors éliminés et les symptômes disparaissent. D'accord? D'accord? Donc c'est transitoire. D'accord? C'est transitoire. Mais c'est l'inconvénient de ces complexes humains lorsqu'il y a une stimulation chronique. Malgré qu'il y a élimination, il y a toujours formation des complexes humains qui vont se déposer. Donc on aura une chronicité de réaction inflammatoire au niveau articulaire ou là, au niveau rénal. D'accord? C'est la chronicité de ces réactions qui est grave. Et donc, quelles sont les pathologies liées à des complexes humains qui sont formés après dépôt, des complexes humains circulants qui vont se déposer? C'est la maladie sérique chez l'homme. La maladie sérique chez l'homme, c'est la formation des complexes humains après sérothérapie. On peut utiliser des sérums, la sérothérapie, pour traiter pas mal d'affections. D'accord? Et les risques, c'est de développer la maladie sérique chez l'homme. Elle est définie par l'ensemble des réactions survenant après administration de sérum xénogénique. Xénogénique, donc c'est pas la même espèce. Son intérêt clinique demeure encore du fait de l'utilisation de la sérothérapie. Il y a toujours ces pathologies parce que même actuellement, on utilise la sérothérapie. Par exemple, le sérum antititanique, le sérum antirabique. On utilise toujours le sérum antirabique pour traiter la rage. D'accord? Le sérum antititanique, le sérum antiscorpionique. C'est pas pour traiter la rage, c'est pour... Est-ce qu'on peut traiter la rage? C'est pour éviter l'apparition de la maladie. Femme-tenez, malgré... D'accord? C'est pour la prévention. La sérothérapie, c'est pour la prévention. D'accord? Chez l'homme, l'injection unique et massive de protéines hétérologues entraîne parfois vers le 8e ou vers le 10e jour les signes cliniques suivants. Il y a plusieurs signes cliniques. La fièvre, les arthralgies, les adénopathies, les vascularites, les glomérulonéphrites, les atteintes neurologiques, parfois des paralysies, d'accord? Ça peut toucher le système nerveux central. La maladie sérique chez l'homme toujours, les signes biologiques associés
une hyperleucocytose, parce qu'il y a une réaction vis-à-vis d'un antigène exogène. Parfois, il y a une thrombopénie, une hypocomplémentémie transitoire, parce qu'il y a consommation du système du complément par ces complexes humains, mais elle est transitoire. Une protéinurie transitoire à cause de l'atteinte rénale. L'hématurie microscopique, toujours transitoire. L'évolution vers la régression sans séquelles est la règle. D'accord? La règle, c'est l'évolution vers la régression sans séquelles. C'est la règle. Mais si on répète à chaque fois, on aura lésions tissulaires chroniques irréversibles. Une deuxième injection de sérum SAB provoque les mêmes symptômes, mais avec une chronologie accélérée. Ça devient plus rapide. Parce que l'individu a déjà développé les anticorps. D'accord? C'est juste après injection, on peut avoir apparition de ces signes cliniques. C'est pas dans les minutes ou les secondes qui suivent, mais dans quelques heures. D'accord? Donc la maladie sérique est secondaire à la production d'anticorps généralement d'ésotypes EGM et EGG dirigés contre les protéines hétérologues. Les autres maladies associées au complexe humain circulant, c'est le lupus érythémateux disséminé. C'est une maladie auto-immune systémique. Ça veut dire quoi systémique? Elle peut toucher plusieurs organes en même temps. Parce que dans les maladies auto-immunes, il y a les maladies auto-immunes qui sont spécifiques d'un organe. Il y a des maladies auto-immunes qui sont systémiques. D'accord? Ces maladies peuvent toucher plusieurs organes en même temps. Donc, il y a l'anticorps. C'est un anticorps qui est dirigé contre l'ADN. Le marqueur du lupus, c'est l'anticorps anti-ADN. Ça ne veut pas dire que dans le cas du lupus, il n'y a que l'anticorps anti-ADN. Le patient qui a la maladie lupique peut développer des dizaines d'autres anticorps. Mais le plus spécifique, c'est l'auto-anticorps anti-ADN. Et en deuxième position, il y a l'auto-anticorps anti-SM. J'ai pris l'exemple de l'auto-anticorps anti-ADN. Fermine. Parce que le cours des maladies auto-immunes, c'est un cours à part, on va le détailler dans le chapitre des maladies auto-immunes. Donc, il y aura formation des complexes humains qui vont se déposer au niveau rénal et ça provoque une atteinte rénale, d'accord, dans les maladies lupiques. Il y a la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on a les anticorps anti-FC des EGG, ça peut être IgM, ça peut être IgG, ça peut être IgA, formant le complexe. Ce complexe s'appelle facteur rhumatoïde. Et donc, il y aura des complications au niveau articulaire. Mais la présence d'un facteur rhumatoïde n'est pas synonyme de polyarthrite. On peut retrouver le facteur rhumatoïde même dans le lupus, même dans les autres maladies auto-immunes, et même en cas d'infection. Donc, c'est pas très spécifique. D'accord? C'est pas très spécifique. Les cryoglobulinémies, ça peut être, il y a 3 types de cryoglobulinémie. Il y a le type 1, le type 2 et le type 3. Le type 1, c'est une immunoglobuline monoclonale. Le type 2, c'est une immunoglobuline monoclonale associée à une immunoglobuline polyclonale. Le type 3, c'est des immunoglobulines polyclonales. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de type 1, c'est généralement malin. Une cryoglobulinémie liée à une pathologie maligne. D'accord? C'est monoclonal, c'est malin. Type 2, c'est malin aussi. Mais type 3, c'est lors des infections, surtout les hépatites virales. Les hépatites virales. Donc, on peut retrouver ces cryoglobulinémies, ou là, en cas de maladie auto-immune. D'accord? Donc, lorsqu'il y a apparition de cryoglobulinémie, en cas de cryoglobulinémie, il y a les pathologies. Donc, il y a soit les syndromes lymphoprolifératifs, c'est malin, soit les maladies auto-immunes, soit les infections.
qui dit infection surtout virale de l'hépatite C. D'accord? Il faut penser à ça. Maladie auto-immune, syndrome lymphoprolifératif et infection virale. En cas de cryoglobulinémie. Mais كيفاش نعرفوا باللي كاين cryoglobulinémie؟ Quels sont les signes cliniques liés à ces cryoglobulinémies? D'accord? Quels sont ces signes cliniques? Donc, on va les citer après. Il y a aussi les vascularites, il y a les glomérulonéphrites, et le dépôt des complexes humains dans les tissus s'effectue pendant la période où la totalité des antigènes est combinée à la totalité des anticorps. C'est la zone d'équivalence. Bon, avant de passer, quels sont les signes cliniques pour suspecter une cryoglobulinémie? C'est le syndrome de Raynaud. C'est alternance entre coloration et décoloration des extrémités. D'accord? Alternance entre coloration et décoloration des extrémités. Par exemple, les doigts. D'accord? Il y a aussi les nécroses des extrémités au froid. Nécrose des extrémités au froid. Il y a nécrose parce qu'il y a obstruction des petits vaisseaux par ces complexes humains qui déposés au niveau de ces petits vaisseaux au froid parce que c'est des immunoglobulines qui précipitent à froid. D'accord? C'est ça le signe clinique de ces cryoglobulinémies. Et donc, il faut suspecter, lorsqu'on suspecte une cryoglobulinémie, on pense soit aux maladies auto-immunes, soit aux infections virales, soit au syndrome lymphoprolifératif. فاهمين؟ C'est clair? Comme سمعتوا شو يراكم في à gauche? Comme سمعتوا bien? Et donc les mécanismes, quels sont les facteurs ou les mécanismes favorisant la formation des complexes humains? Donc il y a la formation des complexes humains circulants. Les complexes humains circulants sont formés de façon transitoire. C'est la physiologie. Sont formés de façon transitoire. Lors de toute réponse en anticorps après une stimulation. D'accord? Il y a formation mais qui est transitoire. Mais leur présence transitoire n'a pas de conséquences pathogènes. C'est physiologique. En revanche, dans certaines circonstances, des complexes sont formés de façon prolongée. La source d'antigène peut être un agent infectieux lors des infections chroniques, dont la multiplication n'est pas suffisamment contrôlée par la réponse immunitaire. Donc il n'y a pas eu l'élimination de l'agent infectieux. D'accord? Et donc, n'est pas suffisamment contrôlé par la réponse immunitaire ou le traitement antibiotique, d'accord, n'a pas été correct. Donc l'essentiel, il y a eu une infection chronique. Formation des complexes humains en permanence. Système immunitaire sera dépassé, dépôt de ces complexes humains. Et même dans les hépatites C, les parasitoses, d'accord, on a formation de ces complexes humains qui vont se déposer. Une autre série de maladies dans lesquelles l'antigène est constamment produit dans l'organisme, c'est les maladies auto-immunes. Mais quels sont les facteurs qui contrôlent l'effet pathogène des complexes humains circulants? C'est la solubilisation et le transport. À l'état normal, ces complexes humains vont être solubilisés et transportés par les éléments du système immunitaire. Donc, à la fin, ils vont être éliminés. D'accord? C'est la solubilisation et le transport. Le complément joue un rôle important dans la solubilisation et le transport des complexes humains circulants par la liaison de C3b, C3bi,
C4b avec les récepteurs du complément. Les sujets atteints de déficit en C2 ou en C4 présentent souvent des maladies à complexe humain. C'est le lupus érythémateux disséminé ou la polyarthrite rhumatoïde. D'accord? Comme au début, le système du complément joue un rôle très important dans les réactions inflammatoires, d'accord, qui sont la cause des lésions tissulaires dans les états d'hypersensibilité et peuvent être à l'origine de la maladie. Lorsqu'il y a déficit de ce système du complément, il y aura une mauvaise élimination de ces complexes humains et donc ils vont se déposer. D'accord? Les facteurs hémodynamiques, le dépôt des complexes humains circulant dans l'endothélium et la membrane basale vasculaire est favorisé par des facteurs hémodynamiques dans les zones physiologiques de filtration, glomérules, et les capillaires des synoviales. C'est pour ça que c'est les glomérules qui sont souvent touchés et la synoviale qui est souvent touchée. Donc c'est pour ça qu'on a des atteintes rénales et les atteintes articulaires retrouvées dans ces états d'hypersensibilité. D'accord? L'affinité entre les antigènes et les tissus, entre les complexes humains et les tissus. D'accord? Il y a des complexes humains qui se localisent au niveau articulaire, il y en a d'autres au niveau rénal, il y en a d'autres au niveau cérébral, ainsi de suite. Il y a une affinité de ces complexes humains vis-à-vis des tissus. Par exemple, l'ADN, il y a une affinité très élevée pour le collagène de la membrane basale glomérulaire. Donc le dépôt de l'anticorps anti-ADN avec l'ADN dans les reins des sujets lipiques, des patients lipiques. Ce schéma résume un peu le rôle du système du complément et les globules rouges dans l'élimination de ces complexes humains. Donc, formation du complexe humain, activation du complément, et l'activation du complément, on va avoir les C3b, C3bi, ils ont des récepteurs au niveau des hématies. Donc il y aura fixation de ces complexes humains par les érythrocytes. Ces érythrocytes, ils vont migrer au niveau du foie et au niveau de la rate et ils vont être captés par les cellules phagocytaires du foie et de la rate avec les libérations des globules rouges. Donc les globules rouges jouent un rôle très important dans la solubilisation des complexes humains. Globules rouges et système du complément jouent un rôle très important dans la solubilisation, qui est désolubilisation, des éliminations. D'accord? C'est pour ça, à l'état normal, il y a toujours élimination. Mais en cas de déficit du système du complément, il y a risque de dépôt de ces complexes humains. La classe d'anticorps joue un rôle très important. Les anticorps les plus pathogènes dans les réactions d'hypersensibilité type 3 sont les EGG, surtout 1 et 3, et un degré moindre, les EGG2, les EGA, les EGA. Il y a aussi l'état du système phagocytaire. Logiquement, en cas de défaillance de ce système phagocytaire, il y aura dépôt de ces complexes humains. Un déficit de la fonction phagocytaire se traduira par la persistance des complexes humains qui vont ensuite se déposer. Donc le dépôt de ces complexes humains est soit dû à un déficit d'un des éléments du système immunitaire, soit le dépôt chronique, donc il y a un dépôt très important, et le système immunitaire, malgré que le patient n'a pas de déficit dans ce système immunitaire sera dépassé. D'accord? Soit le système immunitaire est dépassé à cause du nombre de complexes humains formés, soit parce que le patient a un déficit. Il est défaillant à l'origine. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a risque d'apparition, de dépôt des complexes humains, et donc apparition de ces états d'hypersensibilité type 3. D'accord? Là, c'est le dépôt au niveau des vaisseaux. Lésions tissulaires provoquées par des complexes humains. Formation des complexes humains au niveau des vaisseaux, donc ils vont se déposer au niveau vasculaire,
recrutement et activation des cellules inflammatoires par activation du système des compléments et leur récepteur FC. Et une fois arrivés à ce niveau, au niveau du complexe, ils vont libérer des médiateurs de l'inflammation. C'est des produits très toxiques qui vont provoquer des lésions au niveau des articulations, au niveau des vaisseaux, et ça donne des vascularites. D'accord? Ça donne des vascularites. Donc c'est des inflammations au niveau des vaisseaux. C'est la même chose. Complexe humain, activation du système des compléments, fixation des complexes humains par des cellules phagocytaires, et réaction, ça provoque une réaction inflammatoire. Libération des enzymes inflammatoires, et ça provoque des lésions tissulaires. Et on arrive à la détection des complexes humains. Comment détecter ces complexes humains? Il est quelle heure? 15h10. On a le droit jusqu'à 15h30. نزيدوش. معليش مازال c'est seulement l'exploration de ces états d'hypersensibilité type 3. Qui dit exploration des états d'hypersensibilité type 3, c'est la recherche des complexes humains. C'est la détection des complexes humains. Il y a les complexes humains qui sont formés localement in situ. Et donc c'est par immunofluorescence directe, sur biopsie, en utilisant des anticorps anticompléments ou des anticorps anti-immunoglobulines marqués à la fluorescine. Là, c'est une technique d'anapath. Arrête-toi l'anapath. Donc c'est une technique d'anapath, immunofluorescence directe. On peut détecter le dépôt des complexes humains par les biopsies. D'accord? Directement sur les organes lésés par ces complexes humains. Ou là, la détection des complexes humains circulants. Détection des complexes humains circulants par ultracentrifugation. On peut centrifuger et on récupère ces complexes humains. Parce que les complexes humains, antigènes, anticorps, le poids moléculaire est très élevé. Donc ils vont précipiter à l'ultracentrifugation. On aura une ultracentrifugation qui permet de détecter les complexes de grande taille. Elle est peu sensible. Peu sensible et elle n'est pas spécifique. On fait l'ultracentrifugation, on détecte des complexes humains. Donc on est sûr que le patient a des complexes humains. Mais quel complexe humain? C'est pas spécifique. D'accord? Il y a aussi les précipitations par le polyéthylène glycol, le PEG. Le PEG provoque une précipitation des molécules à haut poids moléculaire. Il y a aussi la recherche des facteurs hématoïdes. Un facteur hématoïde, c'est un complexe auto-anticorps avec une immunoglobuline. Là, c'est spécifique. Là, c'est spécifique. La recherche des anticorps anti-ADN, c'est spécifique. D'accord? Pardon. En cas d'ultracentrifugation ou la précipitation par le PEG, on peut récupérer ces complexes humains et les identifier après. Mais les techniques, c'est pour détecter. D'accord? C'est pour détecter seulement. Mais on peut utiliser d'autres techniques pour les identifier. Il y a aussi, indirectement, c'est l'étude du système du complément. C'est le dosage de C3AC4 et facteur B et la CH50. Il s'agit d'un test d'orientation seulement. C'est indirect. D'accord? Qui est peu sensible car les taux du complément demeurent normaux dans bon nombre de maladies à complexe humain. À l'échelle indirecte, parce que s'il y a diminution de ces fractions, C3AC4, facteur B, on pense à la consommation. Mais l'idéal, pour confirmer la consommation, il faut doser les fractions après activation. On ne dose pas le C3, on dose par exemple le C3D, les produits de dégradation de ces fractions. D'accord? On peut doser les produits de dégradation pour confirmer la consommation. L'abaissement, donc,
du C3 et du C4 a cependant une valeur pronostique au cours du lupus érythématosystémique, où on observe préférentiellement dans les formes graves avec atteinte rénale. Donc ça oriente à ce que ce taux de système de complément est prédictif de l'atteinte rénale chez les patients lupiques. Mais on ne peut pas parfois être sûr est-ce qu'il y a eu consommation ou pas. Parce que, lors de la formation du complexe humain, il y a consommation du système du complément. Mais en parallèle, il y a toujours synthèse. Parfois, il y a l'équilibre est dû à la consommation et synthèse. D'accord? On aura un équilibre entre consommation et synthèse. Donc, il y aura une compensation de la consommation. On peut doser le complexe humain par le C1Q. D'accord? Ça, c'est des techniques un peu complexes. Mais on peut doser les complexes humains par le C1Q. Il y a aussi la recherche des cryoglobulinémies. On a déjà parlé des cryoglobulinémies, des cryoglobulines. C'est des immunoglobulines qui précipitent à froid. Donc, lorsqu'on veut rechercher ces cryoglobulines, il faut faire le prélèvement avec des conditions. On ne fait pas directement dans des salles comme ça, et on laisse le tube, le sang à température ambiante. On va pas retrouver ces cryoglobulines. D'accord? Il faut prendre quelques mesures, quelques précautions lorsqu'on veut faire la recherche des cryoglobulines. Donc il faut faire les précautions lors des prélèvements. D'accord? Quelles sont les précautions? Elles sont caractérisées donc par la formation d'un précipité à froid entre 0 et 4 degrés. Et donc, c'est des cryoprécipités qui se dissout à 37 degrés. Cryoprécipité, donc il faut éviter de placer le tube à froid, ou là à température de 20 degrés, 22, 23, 25. D'accord? Il existe plusieurs types de cryoglobulinémie. D'accord? Le type 1, type 2, type 3. Et chaque type est lié à une maladie. D'accord? Et dans ce cas, il faut faire le prélèvement à 37 degrés. Il faut mettre l'aiguille pour faire le prélèvement à 37 degrés. Le tube à 37 degrés. Et juste après prélèvement, il faut remettre le tube à 37 degrés. Et laisser la décantation. Et après séparation du sérum, après avoir séparé le sérum du sang des autres cellules, on va mettre le sérum à plus 4. D'accord? Au frigo. Mais avant, lors de la séparation, il faut mettre à 37 degrés. Sinon, ces immunoglobulines, c'est des cryoprécipités, ils vont précipiter avec les cellules. On ne va pas les retrouver dans le sérum. Donc, il faut garder le sang avant séparation à 37 degrés. Des rhum à 37 degrés. Et après séparation, des fois, je ne sais pas combien d'heures, on récupère le sérum et on va le mettre à température basse, à plus 4 degrés, pour provoquer la précipitation. On ne va pas le laisser à 37. Donc il faut provoquer la précipitation et en mettant le sérum à plus 4 degrés. Plus 4, c'est généralement 5 degrés, 4 degrés, au frigo. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Ça a été clair? Chouïa? Bon, lundi, normalement, on va terminer les états d'hypersensibilité. Ça sera l'hypersensibilité type 4. D'accord? Bon courage.